Si vous pensez que les acteurs des films Harry Potter étaient des copies conformes des personnages des livres, vous avez tout faux. Et oui, même si Alan Rickman, Emma Watson ou Maggie Smith ont marqué leur rôle à jamais, les choses ne sont pas aussi simples. Contrairement à ce que tout le monde veut faire croire, les équipes en charge des castings des films ont pris de nombreuses libertés par rapport aux livres. Et tous ces acteurs que l'on aime tant ne seraient pas nombreux à garder leur rôle si l'on devait suivre scrupuleusement les descriptions des romans. Dans cette vidéo, on va prendre un peu de recul sur ce casting si cher à nos cœurs pour découvrir à quoi ressemblent vraiment les personnages de la saga. C'est le deuxième épisode de ce concept qui vous a beaucoup plu. Alors si vous voulez découvrir le vrai visage d'Harry, Ron, Hermione, Rogue ou toute la famille Weasley, rendez-vous dans la première vidéo. Dans cet épisode, beaucoup d'autres personnages très importants nous attendent, comme les professeurs de Poudlard, Voldemort ou la famille Malfoy. Il y a du pain sur la planche, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est parti. Les professeurs de Poudlard. Cap sur Poudlard pour parler de quelques-unes de ses plus illustres figures. Le directeur de l'école est toujours décrit de la même façon dans les romans. C'est un sorcier très grand, mince et âgé, avec de longs cheveux blancs et une barbe qui lui descendent jusqu'à la ceinture. Dumbledore a des yeux bleu clair, derrière des lunettes en demi-lune et un nez crochu qui semble avoir été cassé plusieurs fois. J.K. Rowling insiste sur sa taille, ce qui en fait l'un des personnages les plus grands de la saga, dans tous les sens du terme. Malheureusement, deux acteurs se sont succédés pour incarner ce rôle mythique. Richard Harris d'abord, dans les deux premiers films, correspondait plutôt bien à la description. Il dégageait une vraie prestance et on retrouvait ses yeux bleus, ses lunettes, ainsi que sa longue chevelure et barbe blanche. Le nez crochu, en revanche, manquait un peu. Avec Michael Gambon, à partir du troisième film, c'est plus contrasté. Il est plus dynamique, très charismatique, mais physiquement, il impressionne un peu moins. Mais cela dépend sans doute de la mise en scène des films, de la façon de le cadrer ou des costumes, puisque Michael Gambon et Richard Harris faisaient presque la même taille. C'est un critère qu'il ne faut pas oublier, puisque selon l'angle, le costume, la lumière, un acteur peut se métamorphoser. Michael Gambon n'a pas non plus les fameux yeux bleus de Dumbledore, et il abandonne les lunettes à partir du 5e film. Il lui manque aussi ce petit grain de malice dans le regard, si essentiel au personnage, et que je retrouvais plus dans Richard Harris. Notre regrettée Maggie Smith a brillé dans le rôle de la directrice des Gryffondors. Dans les romans, en revanche, J.K. Rowling ne décrit pas tant en détail le physique du professeur McGonagall. Comme avec d'autres, elle préfère la présenter à travers sa personnalité, son aura. On sait simplement que c'est une femme grande, d'apparence sévère, avec des cheveux bruns coiffés en un chignon serré. On est plutôt pas mal du côté de Maggie Smith. Mais il y a un point qui risque de vous surprendre, son âge dans la saga. Alors accrochez-vous, c'est un peu compliqué. À la base, McGonagall est née en 1935, elle est censée n'avoir que 56 ans dans Harry Potter à l'école des sorciers. Maggie Smith est magique dans ce rôle, mais elle avait 67 ans au moment du tournage. Mais tout s'est compliqué avec la saga des Animaux Fantastiques qui fait du professeur McGonagall une enseignante de Poudlard dès les années 20. On ne sait donc plus vraiment quand est née Minerva. Si on suit la première version, Maggie Smith est un peu trop âgée. Si on suit la nouvelle, elle est presque trop jeune. Le professeur Slughorn arrive dans la saga à partir du 6e film, incarné par Jim Broadbent. C'est un acteur que j'apprécie énormément, donc difficile d'imaginer quelqu'un d'autre dans ce rôle. Mais en réalité, il ne ressemble pas vraiment au Slughorn des romans. Dans les livres, il est décrit comme plus vieux physiquement, assez corpulent, chauve avec un crâne brillant. Côté taille, c'est un homme moyen. Il atteint à peine le menton de Dumbledore. Connu néanmoins pour être plutôt grand. Et surtout, J.K. Rowling insiste toujours sur un détail, sa moustache de morse, avec de longs poils argentés. Autant dire que le look final de Jim Broadbent n'a rien à voir avec le modèle d'origine. Mais son interprétation, à la fois drôle, attendrissante et parfois grave, dramatique, est tellement réussie qu'on lui pardonne tout. Pour les professeurs moins présents dans la saga, J.K. Rowling va à l'essentiel. Filius Flitwick, par exemple, est surtout défini par sa très petite taille et ses cheveux blancs. Warwick Davis l'incarne dans tous les films et sa représentation est plus fidèle dans les premiers films que dans les suivants, où le personnage semble avoir rajeuni. Même chose pour le professeur Trelawney, dont la description repose surtout sur ses tenues. Châle, cape, bracelet et énormes lunettes qui lui donnent un air de mouche. Elle est mince, un peu fantasque, et Emma Thompson n'a pas eu à forcer pour coller au rôle. C'est surtout son jeu incroyable qui donne vie au personnage. Enfin, le professeur Shurav est une petite sorcière trapue, aux cheveux gris, courts et ondulés. Elle a les vêtements et les ongles toujours pleins de terre et porte un chapeau rapiécé et cabossé. Arrivée dans le deuxième film, Miriam Margolyes incarne une Shurav d'une fidélité quasi parfaite à la version des livres. La famille Malfoy. On quitte Poudlard pour prendre la direction du manoir Malfoy et de ses propriétaires. Et on commence évidemment avec notre tête de fouine préférée, Drago. Le meilleur ennemi d'Harry à Poudlard est décrit comme un garçon mince, au teint pâle, avec des cheveux blonds presque blancs, lisses et plaqués en arrière dans les deux premiers tomes. Drago a des yeux gris froids et des traits pointus.
Tom Felton lui ressemble beaucoup, surtout au début. Il lui manque peut-être un nez pointu, mais il le compense par son jeu et sa tête à claque. On n'a pas beaucoup de détails sur l'évolution de Drago au fur et à mesure de son adolescence. On sait juste qu'il grandit comme les autres jusqu'à la 6e année où J.K. Rowling le décrit comme méconnaissable. Très maigre, cerné, le teint gris, usé par le poids de sa mission. Dans les films, cet aspect est moins visible. Hormis dans les scènes où il craque, Drago garde de sa superbe et de sa classe. Il a même l'air plus classe que jamais dans le 6e film avec sa tenue noire. Au manoir Malfoy, il est apeuré, stressé, mais son apparence reste quasiment inchangée. Ce qui est dommage et beaucoup plus réussi pour son père. Du côté de Lucius, c'est presque un sans faute, mais il faut dire que le père de Drago n'est pas beaucoup décrit dans les romans. J.K. Rowling le présente comme un Drago Malfoy version adulte. On sait simplement qu'il a le visage pâle et pointu, des cheveux blonds clairs et des yeux gris froids. Jason Isaac, lui, a les yeux bleus, mais ça passe très bien, surtout avec l'interprétation magistrale qu'il livre. Il incarne à la perfection l'arrogance, la fierté, le pouvoir, puis la chute, la peur, la soumission après son échec au ministère. Un désastre qui se ressent aussi dans son physique où il est méconnaissable dans les derniers films. Détail intéressant, la longueur de ses cheveux n'est pas précisée dans les romans. C'est une demande de Jason Isaac qui estimait que ça collait bien au personnage. En plus, la perruque le forçait à garder la tête relevée, accentuer son image de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Un ajout si efficace qu'on oublie facilement que ce n'est pas dans les livres. D'abord pressentie pour jouer Bellatrix, Helen McCrory entre finalement dans la saga en incarnant sa sœur, Narcissa Malfoy, dans le 6e film. Quand il la rencontre pour la première fois, Harry remarque qu'elle fait à peu près sa taille. Elle est décrite comme mince, jolie, très pâle, avec des yeux bleus et de longs cheveux blonds, sans aucune nuance. Une pure Malfoy, l'opposé total de l'actrice. Mais l'équipe du film n'a pas choisi de rester fidèle à l'image du roman en confiant à Helen McCrory une chevelure bicolore, sans doute pour représenter sa demi-appartenance à la famille Black. L'actrice britannique n'a pas non plus les yeux clairs typiques des Malfoy, c'est dommage. Dans les livres, Narcissa partage quelques traits avec Bellatrix, mais c'est léger. Ce que J.K. Rowling souligne surtout, c'est son expression hautaine, surtout lorsqu'elle se trouve parmi ceux qu'elle juge inférieurs. Un mépris qu'on n'a pas vraiment eu le temps de voir à l'écran. Narcissa apparaît surtout dans des scènes de tension ou d'inquiétude, pour son fils au manoir ou pendant la bataille finale. Contrairement au livre, elle ne croise jamais Harry sur le chemin de traverse, mais nul doute qu'Helen McCrory aurait su incarner toute la complexité du personnage si elle en avait eu l'occasion. Les personnages à effets spéciaux. Dans cette partie, je vais regrouper des personnages dont l'apparence repose sur les effets spéciaux et le maquillage. Quand autant d'artifices entrent en jeu, la comparaison entre l'acteur et le personnage devient plus difficile, mais on peut tout de même juger le résultat final à l'écran. Dans les romans, Lord Voldemort est beaucoup plus terrifiant que son adaptation menée par Ralph Fiennes. Le mage noir a des traits cireux et reptiliens. Lorsqu'il revient à la vie, il a une apparence squelettique, des yeux rouges foncés avec des pupilles fendues comme celles d'un chat. Il a aussi des fentes en guise de narines comme un serpent et n'a pas de cheveux ni de lèvres. Ses doigts sont aussi anormalement longs comme des pattes d'araignée. Son apparence est monstrueuse et illustre le fait que le mage noir n'est plus humain. C'est aussi le cas dans les films, mais son physique est beaucoup moins extrême. On a gardé l'essentiel avec les fentes en guise de nez, l'aspect cireux, cadavérique, mais on perd ses célèbres yeux rouges. Ce qui est regrettable puisque comme pour Harry, Hermione ou Rogue, on perd les rares caractéristiques physiques d'un personnage qui le distingue des autres. En plus, la couleur rouge contrastait bien avec les yeux verts d'Harry et Lily. L'équipe des films a réussi à métamorphoser Ralph Fiennes sans pour autant que l'on perde le visage de l'acteur, ce qui lui a permis de nous offrir de brillantes performances et d'offrir au Seigneur des Ténèbres tout le charisme et le vice qui font de lui une légende. Mais son apparence physique doit tout de même beaucoup aux effets spéciaux et au maquillage. Maugrey Folleuil débarque dans la saga à partir du 4e épisode, ou du moins son apparence. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il est encore plus défiguré dans les romans. Il a davantage de cicatrices sur le visage et il lui manque une partie du nez. On peut comprendre que les films n'aient pas été aussi loin. Ce niveau de gore n'aurait pas forcément collé à l'univers. Dans les livres, Maugrey a aussi des cheveux gris foncés et une jambe de bois, remplacée dans les films par une prothèse métallique, voire argentée. Brendan Gleeson correspond très bien au personnage, surtout par sa carrure. Il est aussi grand et imposant que Maugrey est décrit dans les romans. Pour le reste, ce sont surtout le maquillage et les effets spéciaux qui permettent de s'en rapprocher. Mais le résultat est redoutablement efficace. Et l'élément physique le plus important, son œil magique, est une réussite totale. Comme Brendan Gleeson pour Maugrey, Robbie Coltrane a prêté sa carrure de colosse à Hagrid, le demi-géant. Et pourtant, l'acteur britannique ne mesurait que 1,85 m. Pas si impressionnant puisqu'il faisait la même taille que Richard Harris, le premier Dumbledore par exemple. Robbie Coltrane a profité d'énormément d'artifices pour atteindre la taille et la silhouette d'Hagrid qui mesure 2,59 m dans les films. Ce qui n'est pas mal, mais dans les livres, il est encore plus grand, 3 fois plus qu'un homme normal et 5 fois plus large. Les équipes des films ont redoublé d'astuces pour ajouter de l'immensité à Robbie Coltrane.
Le filmer en contre-plongée par exemple, une technique toujours efficace pour grandir un acteur. Les décors et accessoires aussi ont été pensés pour ça. La cabane d'Hagrid par exemple avait du mobilier, des accessoires de grande taille pour rétrécir le Golden Trio à l'écran, et Robbie Coltrane était placé dans un décor à sa taille pour parfaire l'illusion. Dans pas mal de scènes, c'est une doublure, l'ancien joueur de rugby Martin Bayfield qui prêtait son gabarit au demi-géant. Il portait pas mal d'accessoires et une tête animatronique pour les scènes où Hagrid était en arrière-plan. Plus tard, avec l'évolution des effets spéciaux, Robbie Coltrane a été filmé seul sur fond vert, puis agrandi et intégré dans les séquences. Pour le reste, ce n'était pas trop dur de respecter le physique d'Hagrid. Le demi-géant est décrit comme une masse impressionnante avec de longs cheveux noirs emmêlés et une barbe broussailleuse qui lui cache presque tout le visage. Ses yeux sont comparés à deux petits scarabées brillants qui se dégagent à peine de tous ses poils. N'importe quel acteur pouvait donc s'en rapprocher, mais Robbie Coltrane avait ce petit quelque chose en plus. Une présence à la fois bourrue, tendre et profondément touchante. Parfaite pour notre demi-géant préféré. Les antagonistes caricaturés. Ah, les meilleurs pour la fin. Non, je plaisante. On va conclure cette vidéo en revenant sur un point que j'évoquais dans l'épisode précédent. Le fait qu'on découvre l'histoire à travers Harry. Et ça, forcément, ça influence la manière dont certains personnages nous sont présentés. Surtout ceux qu'ils détestent et qui sont des caricatures sur pattes. Bon, j'avoue, je triche un peu en plaçant Viktor Krum parmi les antagonistes, mais je n'ai trouvé aucune place pour lui ailleurs. Krum est loin d'être un personnage négatif. C'est uniquement un adversaire au cours du tournoi. Mais il a toujours témoigné du respect à Harry, même quand tout le monde pensait qu'Harry avait triché. Plus tard, on apprend aussi qu'il rejette les idéologies des mages noirs. Ce n'est pas du tout un mauvais sorcier. Parce que je vais peut-être briser le mythe, mais dans les romans, le champion de Durmstrang Viktor Krum ne se distingue pas spécialement par sa beauté physique. Il doit surtout sa popularité à son talent au Quidditch. C'est un jeune homme grand, mince, au teint blafard. Il a les cheveux et les yeux noirs, un grand nez courbé, un profil anguleux et d'épais sourcils. J.K. Rowling précise même qu'il a les épaules voûtées et les pieds en canard. Dans le film, Stan Janevski propose une version bien plus avantageuse. Très moins marquée, coupe militaire, carrure d'athlète. Un changement qui peut sembler superficiel, mais qui reste cohérent. Dans un film où les premiers émois amoureux apparaissent, le cliché du playboy adulé a toute sa place. Il renforce la tension avec Ron et rend plus marquant l'intérêt que Victor porte à Hermione. Trop cliché sans doute, mais ça fonctionne avec moi. Cette fois c'est bon, on est auprès de vraies ordures. Passage obligé, direction le 4 Private Drive chez la famille Dursley. Richard Griffith, Fiona Shaw et Harry Melling ressemblent beaucoup à leurs personnages. Vernon est grand, massif, n'a pratiquement pas de cou et une moustache de belle taille. Il a des petits yeux méchants qui se rétrécissent quand il est en colère. C'est un sans faute pour Richard Griffith. En revanche, Pétunia et Dudley sont blonds dans les romans. La tante Pétunia a aussi un cou 2 fois plus long que la moyenne, un détail exagéré mais assumé qui lui permet d'espionner les voisins. J.K. Rowling lie son physique à son caractère, sec, aigre et intrusif. Et côté poids, J.K. Rowling n'y va pas de main morte. Les descriptions de Dudley sont pleines de remarques et de comparaisons douteuses. Quelque chose qui a l'air de passer, puisqu'il pointe du doigt un personnage au comportement ignoble et qu'on le voit à travers les yeux d'un enfant maltraité, mais certaines phrases peuvent choquer, même en tenant compte du contexte. Harry Melling, lui, a une morphologie bien moins extrême. Il prend même du muscle dès le 5e film, en avance sur son personnage qui ne commence la boxe qu'après l'attaque des détraqueurs. Dudley est même décrit comme grand et musclé pour sa dernière apparition dans les romans, ce qui correspond à ce qu'est devenu le jeune acteur à cette époque, mais la quasi-totalité de ces scènes ont été malheureusement jetées à la poubelle. Comme Petit Gros qui ressemble à un rat, même sous sa forme humaine, Dolores Ombrage est un autre antagoniste au physique volontairement caricatural. La grande inquisitrice est décrite comme ayant littéralement une tête de crapaud. Elle est petite, trapue, un visage large et flasque, une bouche assortie, un tout petit cou et des yeux boursouflés. Merci pour elle, Imelda Staunton a des traits plus classiques, mais elle nous a tous fait détester son personnage rien qu'avec son jeu. Et si elle partage la petite taille d'Ombrage, elle est moins ronde que dans les romans. Dans les deux versions, c'est surtout le style d'Ombrage qui crée le contraste. Du rose, des froufrous, des petits chats, un univers doux qui jure totalement avec sa cruauté. Dans les romans, son apparence sert surtout à montrer qu'elle cache toujours quelque chose. Peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, son sourire de crapaud trahit son vrai visage. L'adaptation est plus subtile, plus mesurée, mais elle capte parfaitement l'animosité du personnage, et franchement, c'était la meilleure chose à faire. Il y a quelque chose qui est souvent revenu dans ces vidéos, c'est qu'on n'imagine personne d'autre que ces merveilleux acteurs dans leur rôle. Ces derniers mois, le casting de la série Harry Potter a fait entrer de nouveaux noms dans la famille, et a emmené avec lui son lot de débats et de polémiques, à la moindre différence avec les romans. Mais comme on vient de le voir, les films eux-mêmes ont souvent pris des libertés, et ça ne nous a pas empêché d'aimer ces personnages. Pourquoi ? Parce que ces acteurs avaient le talent pour leur donner vie. C'est ça la vraie potion magique, le talent. Un bon acteur trouvera toujours le moyen de nous surprendre, nous émouvoir, nous faire tout oublier.
Et quand on parle de fidélité, ce qui compte, ce n'est pas la couleur des yeux, de la peau ou des cheveux, ni même la taille, c'est que l'essence du personnage soit respectée. Sa personnalité, son histoire, ses défauts, ses blessures. Bonnie Wright avait le physique de Ginny, et pourtant c'est l'un des personnages qui a le moins convaincu par rapport au roman. Ce qui compte, c'est que l'on offre à l'acteur du temps de jeu, les bons dialogues, le bon ton pour qu'il puisse incarner son personnage comme il le doit. Alors gardons confiance et attendons de voir le résultat. Et gardez à l'esprit que peu importe ce qu'il va se passer, les films Harry Potter, votre histoire avec eux, ce casting que l'on aime tant, tout ça ne s'effacera jamais. Restons bienveillants et acceptons les prochains membres de la grande famille Harry Potter comme il se doit. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker et à le partager. On se retrouve dans une autre vidéo 100% Harry Potter. Méfait accompli.